Je vais faire effectivement un petit panorama rapide, on va dire, pour introduire un peu le séminaire des données de santé en France. Et donc, Julien Bezin, je suis MCUPH en pharmacologie à Bordeaux. Donc, avant de rentrer un peu dans les données, déjà quelques définitions juste pour introduire. Ce qu'on appelle une donnée de santé, c'est une donnée qui va au-delà évidemment juste de la médicale et on peut considérer comme de relative santé physique ou mentale d'une fille. Et donc, qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne. Et on a trois catégories de données de santé, celles qui sont des données de santé par nature, par combinaison ou par destination. Et donc, on voit que c'est une définition très large par rapport à ce qu'on pourrait entendre juste par une donnée clinique ou médicale. Et pour la réutilisation des données des données de santé, on va distinguer en fait l'utilisation secondaire de l'utilisation primaire. L'utilisation primaire étant en fait le traitement de données de santé de manière électronique pour un service à la santé, donc pour en gros l'état de santé d'une personne ou pour faire de médicaux ou pour le recours à la sécurité sociale ou à des démarches administratives relatives à la santé. Donc en fait vraiment la production de la donnée et l'utilisation de la donnée dans son utilisation primaire et la réutilisation secondaire en fait va être toutes les utilisations secondaires qu'on peut faire de ces données qui sont utilisées de manière primaire pour le soin. Un bref aperçu des données de santé en France. On va un peu partir de différents horizons. On a des données qui vont être des données médicales, donc tout ce qui vont servir pour le soin et qu'on va retrouver dans les entrepôts de données de santé et que je vais développer après. Des données médico-administratives qui sont plutôt des données relatives au remboursement de soins ou en tout cas pour le traitement de par la sécurité sociale ou par les établissements des informations de soins pour le système de santé. Et là, on va retrouver les informations qui sont recueillies dans le système national des données de santé, le SNDS. On va retrouver des données scientifiques qui sont récoltées par des études en particulier, des données de vie réelle qui peuvent être récoltées par des objets connectés ou par des questionnaires de, de santé disponibles, et des données contributives qui sont spécifiques, demandées directement à des personnes ou des données statistiques qui sont produites en France. Et donc, on va s'intéresser principalement, en fait, pour la réutilisation des données de santé, aux données des entrepôts de données de santé et aux données du système national des données de santé. Ça ne veut pas dire que c'est les seules, mais c'est celles qui permettent un usage plus large des données de santé et qui sont intéressantes à vous présenter. Et donc, en premier, le SNDS, donc le Système national des données de santé. Donc, c'est des données qui sont récoltées en premier par l'assurance maladie. Donc, en fait, à chaque soin qu'on va avoir, il va y avoir une production d'informations nécessaires au remboursement qui va être délivré. Et donc, toutes les consommations de soins, que ce soit de la pharmacie, de la biologie, des dispositifs médicaux, ou alors même des dispositifs administratifs de prise en charge des soins dans un contexte particulier, comme les ALD ou les accidents du travail, vont être récoltés par les caisses d'assurance maladie. Vous le savez, il y a différents régimes d'assurance maladie en France, et notamment le régime général qui couvre plus de 90% de la population, mais il y a aussi d'autres régimes un peu spécifiques, souvent relatifs à certains métiers qui existent. Et donc, toutes ces bases de données-là, locales, vont enregistrer ces informations nominatives pour pouvoir réaliser le remboursement de soins à la bonne personne ou au bon établissement. Et ces données-là vont être traitées par la suite au niveau national dans une base de données qui va être rendue anonymisée, mais en fait pseudonymisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de retour directement au dossier nominatif des personnes, mais totalement anonyme, et donc on les appelle pseudonymisés. Et c'est pour ça qu'il y a des questions relatives à la sécurité qui en découlent. Le deuxième type d'information qui est renseigné dans le SNDS, c'est les données d'hospitalisation, mais relatives en fait au paiement on va dire au remboursement et au paiement des établissements de santé, donc qui sont récoltés via le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information.
Et donc là, toutes les hospitalisations qu'il va y avoir dans le domaine public ou privé et dans les différents champs des hospitalisations vont produire ce qu'on appelle des résumés de sortie standardisés. Donc en fait, toutes les informations nécessaires à la tarification à l'activité, la T2A, les informations médicales, de diagnostic, d'actes, qui vont être les durées de séjour, qui vont être renseignées dans un résumé et qui va être rendu de la même manière qu'on a vu tout à l'heure pour les remboursements, de manière anonyme, en traitement du coup à l'ARS et à l'assurance maladie pour les remboursements, et par l'ATIH va être rendu anonyme dans les données du SNDS, et donc mise à disposition avec les données de remboursement de ville. Et le dernier grand type de données qui sont renseignées dans le SNDS, c'est les données relatives aux causes médicales de décès. Donc pour chaque décès qui a lieu en France, un certificat de décès est renseigné avec un volet administratif et un volet à la cause immédiate. Et ces informations sont transmises à la mairie qui, elle, dispatche le volet anonyme et le volet médical aux ARS et l'avis nominatif aux données de l'INSEE. Et donc c'est via cet avis anonyme contenant les informations médicales qu'on va coder du coup les causes médicales de décès au niveau de l'INSERM dans un centre qui s'appelle le CEPIDC, le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès. Et ces informations codées, structurées, vont être déversées par la suite dans les données du SNDS. Donc en fait, on a trois gros types d'informations. Les informations relatives au remboursement en ville, les informations relatives aux hospitalisations et notamment aux diagnostics qui sont réalisés dans les établissements de santé, et les informations sur les causes médicales de décès. Donc l'intérêt de ces données, euh, et notamment populationnelle. C'est une base qui représente et en représentant maintenant 10 millions de tonnes, ça rend une des importantes bases de données mondiale. Plus de chance d'avoir une assurance qui permette de faire du remboursement, mais l'assurance maladie est obligatoire et universelle en France, donc on a toute la population qui est quasiment couverte. On a des données exhaustions du PMSI et les données d'essai qui sont renseignées. Ça reste du quasi exhaustif parce qu'on a toujours quelques difficultés en termes de qualité de données, mais on peut considérer que l'information, pour ce qu'elle est censée représenter, est quasiment exhaustive. On a un historique de données qui est aujourd'hui jusqu'à 20 ans de données, et a priori, c'est une source de données pérenne et disponible pour la recherche qui est disponible toujours gratuitement à l'heure actuelle. Par contre, c'est des données qui sont forcément limitées par leur nature. On a très peu d'informations cliniques, on n'a pas de stade de maladie, de sévérité. On n'a pas les résultats d'examens complémentaires ou même d'examens biologiques. On a très peu d'informations comportementales comme l'alcool ou le statut tabagique. Peu d'informations aussi socio-économiques. Il y a quelques indicateurs qui sont présents mais qui permettent pas évidemment de prendre en compte toutes les dimensions socio-économiques possibles. Tout ce qui ne va pas être remboursé par l'assurance maladie ou même au sein des établissements, forcément n'apparaîtra pas. Et tout ce qui est remboursé mais qui n'est pas non pris est forcément aussi surestimé dans les données, puisqu'on fait l'hypothèse que tout ce qui est remboursé est administré. Et les soins à remboursement forfaitaire aussi sont pas présents. Donc tout ce qui se passe dans les établissements et qui sont remboursés de manière forfaitaire à l'établissement, comme les médicaments par exemple dans les hôpitaux de manière générale, sont pas présents dans les données puisqu'elles ne font pas l'objet d'une facture individuelle aux patients. On va distinguer ces données-là des entrepôts de données de santé. Un entrepôt de données de santé, qu'est-ce que c'est? Bah, la CNIL, de la même manière qu'elle a défini ce que c'était que des données de santé, elle a défini ce que c'est qu'un entrepôt de données de santé. Et donc, c'est un entrepôt qui contient des origines très variées de données, que ce soit des données de prise en charge médicale, des données socio-démographiques, biologiques. C'est des bases de données qui peuvent être généralistes, des dossiers médicaux d'un établissement, par exemple, ou alors thématiques sur une pathologie ciblée, comme le rein ou l'ophtalmologie, avec une durée de conservation qui va être longue, de plus de 10 ans, une base de données qui est alimentée au fil de l'eau, c'est-à-dire que c'est des dossiers médicaux des personnes suivies qui vont être renseignés au fil de l'eau, et des données qui vont être destinées à la réalisation de traitements ultérieurs, donc la réutilisation des données de santé dont on parle aujourd'hui, pour faire de la recherche ou des indicateurs de suivi.
Dans ces entrepôts de données de santé, les premiers qui sont apparus, on pourrait dire, c'est les entrepôts de données de santé hospitaliers. Il y a un rapport de la Haute Autorité de Santé, justement, sur l'état des lieux en 2022 des EDS hospitaliers, notamment leur potentiel intérêt pour l'HS, qui est extrêmement intéressant sur le sujet et qui montre un peu la cartographie à l'époque de l'état des lieux des créations d'entrepôts de données de santé hospitaliers en France, donc qui évidemment a bien évolué aussi depuis, et donc où on voit quand même une grosse couverture des CHU. En exemple, on a évidemment, du coup, je vais parler de celui du CHU de Bordeaux, étant bordelais. Donc l'EDS du CHU de Bordeaux, un format classique ETL de transformation du système d'information hospitalier pour créer un EDS qui est par la suite réutilisé soit pour faire de la création d'indicateurs ou pour faire de la réutilisation de données de santé pour la recherche en épidémiologie ou autre. Autre entrepôt de données de santé qui existe en France, il y a aussi là, en médecine de ville et notamment l'entrepôt P4DP qui est en cours, toujours un peu en cours de création, donc avec en 2025 environ 2000 médecins participants à cette EDS. Donc c'est l'objectif là, c'est le même système que dans les EDS hospitaliers, pouvoir récolter de l'information, des systèmes d'information des médecins de ville pour pouvoir en créer un entrepôt assez représentatif au niveau national. Dernier exemple que je voulais vous présenter là, en termes d'EDS thématiques, on a la Banque nationale de données des maladies rares, qui est aujourd'hui aussi également un EDS, un entrepôt de données de santé, et qui, dans les informations aussi, proviennent des dossiers patients pour le traitement et le suivi des maladies rares, et qui récolte dans une base de données qui a été aujourd'hui appariée au SNDS, et qui est disponible pour la réutilisation des données de santé, et donc qui est spécifique à toutes les maladies rares traitées. Les intérêts de ces entrepôts de données de santé par rapport à ce qu'on a vu par exemple avec le SNDS, c'est que souvent ça recueille des données cliniques qui sont très riches, avec énormément d'informations relatives aux patients, et notamment les caractéristiques sociodémographiques ou d'habitudes de vie qu'on ne pourrait pas trouver dans des données administratives. On va avoir une exhaustivité des soins réalisés, en tout cas dans l'entrepôt qu'il est censé représenter, dans l'établissement pardon, dans lequel il est censé représenter. Donc si c'est au niveau hospitalier, on va couvrir tous les soins réalisés dans l'hôpital. Si c'est en médecine de ville, ça sera le reflet des prescriptions ou des actes réalisés par le cabinet dans lequel les données sont recueillies. On va avoir plus d'informations au niveau des données biologiques ou des résultats d'examen ou même d'imagerie. Une taille de la population couverte qui va être importante aussi par rapport à l'établissement qui constitue l'entrepôt de données de santé, et une possibilité d'interopérabilité entre plusieurs entrepôts de données de santé qui permettraient de regrouper des entrepôts similaires pour faire des recherches multicentriques. Cependant, l'utilisation aujourd'hui, il y a des données qui sont déjà structurées, comme on a pu le voir déjà dans les données du SNDS, donc le PMSI, des informations médico-administratives sont déjà facilement structurées, et d'autres données nécessitent d'être structurées, et à l'heure actuelle, il est très complexe d'envisager une structuration de toutes les données d'un entrepôt de données de santé. Et donc, il y a souvent beaucoup d'informations qui restent encore à l'état non structuré, c'est-à-dire à l'état brut, et qu'on ne peut pas traiter en tant que tel pour faire de la recherche, et avec évidemment des qualités aussi de recueil qui sont hétérogènes. Donc ça nécessite souvent beaucoup de travail avant de pouvoir exploiter les informations. En général, on a très peu d'informations en dehors du champ de l'EDS. L'EDS du CHU de Bordeaux, par exemple, recueille les informations relatives au CHU de Bordeaux et pas d'autres informations d'autres établissements. Et donc, on a souvent une représentativité qui peut être limitée, mais qui, avec la multiplication de la création des entrepôts, va à terme permettre de contrer cette limite. Et donc, on voit bien un peu dans ce panorama de ces deux grosses entités de données de santé en France qu'elles sont complémentaires. Si on fait un suivi, un parcours de soins d'un patient en particulier, on va voir qu'il y a des informations qui vont être très facilement
identifier à partir des données du SNDS pour tout ce qui va être remboursement de soins, ou tout ce qui va être euh, actes réalisés, médicaments dispensés, suivi des patients avec l'identification des décès, et les périodes où on aura très peu d'informations, comme le moment où il passe en cabinet de ville voir un médecin, ou le moment où il passe en établissement. Bah là, les EDS hospitaliers ou de médecine de ville vont recueillir énormément d'informations, et souvent beaucoup plus détaillées, sur la prise en charge au sein de ces établissements-là, ce qui fait que combiner les données du SNDS avec des entrepôts de données de santé, que ce soit hospitalier ou autre, permet d'avoir un suivi et une identification du parcours de soins très intéressante. Un dernier point avant de laisser la parole aux autres présentations. Euh, je voulais vous parler un peu d'accès aux données. Alors évidemment, il y a plusieurs façons d'accéder aux données en France, mais on a quand même une entité qui a eu pour but de mettre à disposition les données de santé, et de devenir une sorte de guichet unique pour l'accès aux données, qui était, donc avant ça s'appelait le Health Data Hub, et aujourd'hui ils ont changé de nom pour s'appeler Plateforme des données de santé, donc la PDS ou le HDH. Donc leur mission, c'est de rendre le plus facilement possible l'accès aux données, et donc de produire un catalogue de données, de se placer en tant que guichet d'accès aux données, et de pouvoir fournir une plateforme sécurisée à l'état de l'art pour pouvoir mettre à disposition les données aux utilisateurs, aux chercheurs. Et donc, dans ce sens-là, c'est, on va dire, une entité incontournable pour la réutilisation des données de santé, même s'il y a beaucoup d'autres euh, partenaires qui peuvent être, ou entités qui peuvent aussi mettre à disposition des données de santé, évidemment. En termes de procédure d'accès aux données, ben, on va rentrer dans la réglementation, et donc vous trouverez, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail aujourd'hui, hein, mais vous trouverez les procédures existantes. Donc il y a des logigrammes pour essayer d'identifier la démarche la plus adéquate vis-à-vis de son projet, pour pouvoir bah, justement obtenir les autorisations nécessaires le plus rapidement possible. Et donc tout ça est produit par la plateforme des données de santé, et qui a donné, on va dire, un accès plus simplifié pour les non-initiés. La plateforme des données de santé a mis aussi en ligne, et disponible à tout le monde, et a débuté même ce travail de catalogue de métadonnées, donc d'essayer de renseigner un peu tout ce qu'on pourrait trouver en termes de données de santé pour faire de la réutilisation. Donc c'est pas du tout complet à l'heure actuelle, et on est au début des informations mises à disposition, mais là, le catalogue est vraiment voué à augmenter en termes de richesse d'informations. Et on va retrouver toutes les informations nécessaires pour essayer d'imaginer ou de comprendre ce qu'on pourrait faire avec ces données-là, voir si elles sont adéquates ou non par rapport à notre projet de recherche, et de retrouver bah, toutes les informations nécessaires, à la fois en termes de type de données, de population couverte et de modalités d'accès. Donc c'est extrêmement riche d'informations, et on espère que ce sera bien complété par la suite. Donc là, je vous ai mis par exemple la fiche concernant la BNDMR, dont je vous parlais tout à l'heure en tant qu'entrepôt de données de santé, et on va retrouver toutes les informations relatives à cette base. Donc c'est vraiment un- une, on va dire une source d'information assez intéressante. Qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Bah, du coup, on a quand même un patrimoine de données de santé qui est très important en France, et on peut s'en réjouir. Et ça ne fait que débuter. Je dirais ça va être de plus en plus important avec tous les entrepôts de données de santé qui se montent depuis quelques années. On a un potentiel pour la santé publique et la recherche qui est très important, grâce notamment à notre base de données populationnelle du SNDS, qui permet quand même d'avoir une couverture totalement nationale. On a une complémentarité des sources de données qui est très intéressante avec les entrepôts versus les bases de données médico-administratives, et un accès aux données qui est aujourd'hui ouvert pour les données de santé à tous les acteurs. Et moi, je dirais que pour donner un contrepoids un peu négatif à cette ouverture, on a quand même encore aujourd'hui une complexité réglementaire assez importante dans l'accès aux données, mais on a quand même une progression sur ces aspects-là. Et aujourd'hui aussi des délais d'accès qui peuvent être assez longs
sur certaines bases de données et qui ont aussi pour vocation à se réduire dans le temps. Mais voilà, en étant optimiste, on peut dire que dans le futur, ça ne peut que s'améliorer. Je vous remercie pour votre attention.